Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on enchaîne ce cours sur les pathologies, la pathologie interstitielle. On a vu la pathologie bronchique avec l'asthme. Vous allez voir avec professeur Elbiez les BPCO, la pathologie bronchique, les BPCO. On va parler des pneumopathies infiltratives diffuses ou bien les pneumopathies interstitielles diffuses. C'est une pathologie que le médecin généraliste doit connaître, donc doit être orienté vers cette pathologie en fonction de l'interrogatoire, en fonction de l'examen physique, les éléments qui orientent vers ce diagnostic tel les râles crépitants par exemple. Il faut savoir interpréter une spirométrie, qu'est-ce qu'elle va montrer dans un syndrome interstitiel. Il faut être capable d'orienter correctement le malade vers le médecin spécialiste parce que la prise en charge de CPID pose un problème de diagnostic étiologique. Le médecin généraliste doit avoir les éléments d'orientation vers ce diagnostic, mais c'est le médecin spécialiste qui va retenir tel ou tel diagnostic. C'est une pathologie assez fréquente en pratique quotidienne. Le diagnostic, il est facile, il se pose sur les éléments de la radiographie thoracique, sur les éléments de l'interrogatoire. Il est confirmé par le scanner thoracique le plus souvent, mais les étiologies, ils sont multiples. Ça peut s'agir d'étiologie aiguë, comme il peut s'agir d'étiologie chronique. Et dans ce cas, il faut une bonne démarche diagnostique pour arriver au diagnostic étiologique précis et le traitement, il dépendra de ce diagnostic. Juste un petit rappel, c'est quoi l'interstitium? L'interstitium, c'est ce qui entoure les alvéoles, ce qu'on appelle l'interstitium interalvéolaire. C'est ce qui est en sous-pleural et on l'appelle l'interstitium sous-pleural. Avec son épaississement, on va voir des septa sous-pleuraux. Le tissu interstitiel entre les branches et les vaisseaux, ce qu'on appelle l'interstitium péribronchovasculaire, et l'interstitium entre les alvéoles, c'est l'interstitium de la paroi interlobulaire, entre les lobules pulmonaires. L'atteinte interstitielle, elle est due à quoi? Elle est due à une infiltration diffuse de cet interstitium, souvent fibrosante. Elle prédomine donc dans l'interstitium pulmonaire. Ça peut être une infiltration des cloisons interalvéolaires et interlobulaires. Ça peut être des axes bronchiolo-vasculaires ou bronchovasculaires. Et ça peut être le tissu conjonctif sous-pleural. Cette infiltration, elle peut se faire soit par des cellules inflammatoires, soit par des cellules néoplasiques. Ça peut se faire par de liquide, c'est le cas de l'œdème interstitiel avant le stade alvéolaire, avant le stade d'OAP, ou bien une infiltration de la matrice extracellulaire, donc par un tissu qui est riche en collagène. L'infiltration de l'interstitium, elle est souvent associée à des lésions des voies aériennes, à des lésions des bronchioles, des alvéoles, de la paroi des vaisseaux. C'est pourquoi le terme de pneumopathie infiltrative diffuse est plus préconisé que les pneumopathies interstitielles. D'accord? Parce que ça ne concerne pas juste l'interstitium, ça peut être associé à une atteinte alvéolaire, bronchiolaire ou bien de la paroi des vaisseaux. Cette atteinte interstitielle, l'interstitium, normalement, il n'est pas visible sur la radiographie thoracique ou sur le scanner. Mais quand il y a une infiltration par des cellules inflammatoires, par de l'œdème, par des cellules néoplasiques, cet interstitium, on va le voir. Donc, ça va donner des opacités infiltrantes des deux champs pulmonaires le plus souvent. Et donc, en fonction, ça va, l'aspect radiologique, il va varier en fonction de quel interstitium ou bien quel interstitium il est atteint. Comment on va penser et quand est-ce qu'on va penser à une atteinte interstitielle? Donc, on va penser à une atteinte interstitielle devant des signes fonctionnels.
Le plus souvent, c'est une dyspnée. Et cette fois-ci, c'est pas une dyspnée comme on a vu dans l'asthme, une dyspnée récurrente, mais c'est une dyspnée contenue chronique. D'accord? Donc, et bien sûr, c'est en fonction de tableau. Est-ce que c'est aigu, est-ce que c'est chronique? Donc, à partir donc les circonstances de découverte, c'est des signes fonctionnels, soit une dyspnée le plus souvent, ça peut être une toux sèche, ça peut être dans le cadre de bilan d'une pathologie extrapulmonaire. Je donne par exemple, j'ai une patiente qui a une sclérodermie, je fais un scanner thoracique, je peux découvrir un syndrome interstitiel parce que la sclérodermie, elle peut donner une atteinte interstitielle. Ça peut être d'une découverte fortuite, on fait une radio pour embauche, pour habiter la cité universitaire et on peut retrouver un syndrome interstitiel. Donc la découverte, elle peut être fortuite. Elle peut être dans le cadre de bilan lésionnel d'une pathologie extra-respiratoire. Ça peut être dans le cadre d'un bilan, d'une symptomatologie clinique faite de dyspnée le plus souvent, mais peut être associée à une toux. Ça peut être dans le cadre de signes généraux, une fièvre au long cours, et je fais une radiographie thoracique et je me retrouve avec des images micronodulaires évoquant une atteinte interstitielle, un aspect en grain de mil, vous l'avez vu dans le cours sur la tuberculose, un aspect de miliaire tuberculeuse, et la découverte donc de cette atteinte interstitielle, elle était à l'occasion d'un signe général, soit une fièvre, soit une altération de l'état général. Comme ça peut être un stade tardif, un stade de complication à type de pneumothorax par rupture d'un kyste pulmonaire, ça peut être d'un retentissement, l'évolution de cette dyspnée chronique, elle peut se faire vers l'insuffisance respiratoire chronique et le patient, donc ça va retentir sur le cœur, hypertension pulmonaire, puis des signes d'insuffisance cardiaque droite. Ça peut être dans le cadre d'un tableau de surinfection, mon patient il est dyspnéique, il n'a pas consulté, c'est quand il fait une exacerbation qu'il va consulter, donc ça va être découvert dans le cadre d'une surinfection. Comme ça peut être dans les formes aiguës dans un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë. Donc, l'interrogatoire joue un rôle important pour permettre le diagnostic positif de ces pneumopathies infiltratives diffuses. Donc, je dois préciser le début de symptômes. Est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est chronique? Parce qu'on a dit que les étiologies, ils sont diverses. Ça peut être une pathologie chronique, comme ça peut être une pathologie aiguë. Les signes fonctionnels, le plus souvent, c'est une dyspnée. C'est une dyspnée qui est d'aggravation progressive. Mon patient, il est dyspnéique, stade 1, il va lier ça, il ne fait pas le sport, vu l'âge, mais cette dyspnée, elle va s'aggraver progressivement, donc en fonction de l'évolution de la pathologie. La toux peut se voir également dans les pneumopathies infiltratives diffuses et c'est une toux qui est sèche. C'est au stade de surinfection ou bien c'est le stade d'évolution vers la fibrose, vers la distorsion bronchique qu'on peut avoir cette toux productive. Mais au départ, c'est une toux sèche. Plus rarement, ça peut être une hémoptysie dans le cadre d'une atteinte bronchique associée ou bien de la distorsion bronchique. Ça peut être par une douleur thoracique et dans ce cas, ça témoigne d'une atteinte pleurale, soit un pneumothorax ou bien une pleurésie qui peut entrer dans le cadre du tableau clinique de cette pneumopathie infiltrative. Donc, les signes généraux, ils sont présents en fonction de l'étiologie. Ce n'est pas un signe spécifique de la PID en elle-même, mais c'est en fonction de l'étiologie. Par exemple, un patient, on a déjà parlé, qui fait une miliaire tuberculeuse, il va être fébrile, il va faire de l'altération de l'état général. Donc, ces signes généraux, ils ont une valeur d'orientation vers telle ou telle étiologie. Donc, l'examen clinique, il va évaluer la dyspnée, donc par la mesure de la saturation,
par les signes de lutte ventilatoire. Est-ce que c'est une insuffisance respiratoire aiguë? Est-ce que mon patient il a des signes de lutte ventilatoire? Donc par l'existence de cyanose ou pas? Et à l'auscultation, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des râles crépitants. D'accord? Dans la pathologie interstitielle, on a vu ça l'année dernière, c'est des râles crépitants, c'est des râles en fin d'inspiration qui ne sont pas modifiés par la toux et qui sont comparés au froissement des cheveux ou bien du sel dans une poêle. Le diagnostic positif, donc, repose bien sûr sur l'interrogatoire, sur l'examen clinique avec les râles crépitants qu'on va retrouver. La radiographie thoracique, elle va montrer un syndrome interstitiel qui diffère du syndrome alvéolaire que vous avez vu dans la sémiologie radiologique. Ce syndrome interstitiel, il peut être absent. On peut avoir une radio normale, donc on doit avoir dans la tête une radio normale n'élimine pas une pneumopathie infiltrative diffuse. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Si je pense à une atteinte interstitielle, je dois compléter par un scanner thoracique. La radio, elle peut être normale, comme elle peut montrer des images réticulaires qui arrivent jusqu'à la périphérie. Parce que normalement, les vaisseaux, ça s'arrête à 1 cm de la périphérie. Donc, si je vois quelque chose à la périphérie, il s'agit d'un syndrome interstitiel. Ces images, ils peuvent être à type d'opacité réticulaire, les lignes de Kerley, ce qu'on appelle les lignes de Kerley A au niveau des sommets, les lignes de Kerley B au niveau des bases, et les lignes de Kerley C, c'est ces lignes qui s'entrecroisent. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des images, je ne sais pas si c'est bien visible, on peut avoir des images micronodulaires à limite nette, ce qui diffère du tableau alvéolaire, c'est des limites qui sont floues. Donc, sur cette radiographie, on voit des images micronodulaires avec des opacités hilaires qui évoquent plutôt des adénopathies. Et on va parler l'intérêt de la radiographie dans le diagnostic étiologique. Dans le syndrome interstitiel, on peut avoir des kystes. Des kystes, par exemple, sur cette radiographie thoracique, de multiples kystes qui prédominent au niveau des bases. Et ces kystes, ils peuvent prêter à confusion avec des images de dilatation de branches, d'accord? Vous allez voir ça sur le cours de la dilatation de branches. Ça peut prêter à confusion avec des images de dilatation de branches, mais sauf qu'au niveau de l'atteinte interstitielle, ça arrive jusqu'au niveau de la périphérie. On peut avoir ce qu'on appelle un aspect en rayon de miel, d'accord? Donc, des zones kystiques jointives entre elles qui peuvent être visibles sur la radiographie thoracique. Et ça témoigne déjà à ce stade de la fibrose. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle un aspect en verre dépoli. Regardez, là, qu'est-ce qu'on a? On a comme un voile sur les deux émichons thoraciques prédominants au niveau du base. C'est comme le verre dépoli. À travers ce verre dépoli, on voit le parenchyme pulmonaire. Donc, et ça oriente vers certaines étiologies. Ça peut être des signes de fibrose avancée avec, regardez, la distorsion trachéale, la distorsion bronchique, avec un aspect de petits poumons, il y a une perte du volume pulmonaire avec cette ascension de la coupole diaphragmatique. Donc là, ça témoigne d'un stade évolué de la pathologie. Il s'agit d'une fibrose pulmonaire dont on doit rechercher l'étiologie. Le diagnostic positif repose sur des arguments cliniques, la dyspnée avec une toux sèche, la présence de râles crépitants à l'auscultation, la radiographie thoracique, mais la radiographie thoracique peut être normale et ça n'élimine pas le diagnostic. Si je pense, je dois faire
un scanner thoracique. Mais même si la radiographie thoracique, elle montre des anomalies de type interstitiel, la TDM thoracique, haute résolution, elle permet une meilleure analyse du parenchyme pulmonaire et on peut être orienté vers tel ou tel diagnostic en regardant le scanner thoracique. Elle permet, cette TDM thoracique permet d'apprécier l'étendue des lésions. Est-ce que c'est diffus? Est-ce que c'est localisé? Est-ce que c'est unilatéral? Est-ce que c'est bilatéral? Et ça permet une détection précoce. Parce que qui dit un stade de fibrose dit une évolution vers l'insuffisance respiratoire chronique, dit une évolution vers l'insuffisance cardiaque droite, ce qui peut mettre en jeu le pronostic vital du patient, le pronostic vital et fonctionnel. Regardez sur ce scanner. Donc, la radiographie, elle a montré des images micronodulaires. Donc, si on zoome, donc des images micronodulaires, et sur le scanner thoracique, regardez ces micronodules. Voilà un scanner, une coupe d'un scanner d'un poumon normal, et là, c'est des micronodules. Ça oriente, dans ce cas, vers une miliaire tuberculeuse. Là, sur cette radiographie, on a des images réticulaires et regardez sur cette belle coupe de scanner, on a cet épaississement des lobules, un épaississement périlobulaire et là regardez le vaisseau au centre de ce lobule pulmonaire. Là, on voit une opacité, on appelle un crazy paving, donc c'est juste pour vous familiariser un peu des lésions. Donc on voit le parenchyme pulmonaire avec des foyers de condensation, mais il n'y a pas de bronchogramme, ce n'est pas une atteinte alvéolaire. Sur cette coupe scanographique, on note un aspect en rayon de miel. C'est comme le nid d'un abeille. C'est de multiples clartés jointives l'une à côté de l'autre qui rappellent le nid d'abeille. C'est ce qu'on appelle un aspect en rayon de miel. Et cet aspect, ça peut prêter en confusion avec dilatation de branche, mais là, regardez, ça arrive jusqu'au niveau de la périphérie. Il n'y a pas de branche au niveau de la périphérie. Donc, un aspect en rayon de miel. Les anomalies fonctionnelles rencontrées au cours des pneumopathies infiltratives diffuses, c'est le trouble ventilatoire restrictif. Et comment reconnaître ce trouble ventilatoire restrictif? C'est par la réalisation de la plétismographie qui va montrer une diminution des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables. Donc c'est la plétismographie qui va montrer une diminution de la capacité pulmonaire totale. La spirométrie, elle va orienter, comme on a déjà dit, elle va orienter vers un trouble ventilatoire d'allure restrictive en montrant une diminution de la capacité vitale et du VMS avec un rapport de Tifno qui est normal ou augmenté. Parmi les autres examens ou autres explorations fonctionnelles à réaliser, c'est la DLCO, c'est la diffusion du monoxyde de carbone. On va noter une diminution de la DLCO et cette diminution de la DLCO, ça va être de façon précoce. Si on récapitule, le diagnostic positif de l'atteinte infiltrative diffuse se base sur une symptomatologie clinique évocatrice, une radiographie thoracique, mais qui peut être normale, d'où l'intérêt de réaliser un scanner thoracique, et l'exploration fonctionnelle respiratoire avec la réalisation de la plétismographie qui va montrer un trouble ventilatoire restrictif
et une diminution de la mesure de la DLCO. Une fois le diagnostic il est posé, le problème qui se pose, c'est quelle est l'étiologie. On a plus de 200 ou bien à peu près 200 causes de ces PID. Donc, le diagnostic étiologique, ça va être difficile et le traitement ne peut se baser que sur le traitement étiologique. Donc, il faut faire un bon bilan étiologique et il faut connaître les principales causes de ces PID.